Hello et bienvenue dans Émancipation féminine. Je suis ton hôte Delphine, accompagnante féministe. J'interviens aussi en entreprise sur les sujets d'équité. Si t'es fatigué de tout porter, si t'as appris à sourire en serrant les dents ou à faire semblant que tout va bien au taf, t'es au bon endroit. Ici, on parle de ce qui fait mal, de ce qui fait sens et de ce que t'oses pas dire tout haut. Bienvenue Pascal, je suis ravie de te recevoir dans Émancipation féminine. Avant qu'on procède à nos questions, est-ce que tu peux te présenter sans parler de ton métier, s'il te plaît? Ok, bonjour Delphine et merci pour ton invitation et bonjour à toutes et à tous qui nous écoutent. Alors moi je suis Pascal Van Horn, j'ai 46 ans et j'habite à Lille et je suis papa de jumeaux Zoé et Hugo qui ont 9 ans et demi maintenant. Ah, trop bien. Est-ce que tu as des passions dans la vie, Pascal? Ça a toujours l'a été. J'ai toujours trouvé que c'était une question hyper compliquée, y Ah compris tu sais, merde, quand tu désolée. mais non, mais tu sais, y compris quand tu prépares, moi j'ai fait une école de commerce, quand tu prépares les concours d'école de commerce, c'est toujours ce truc-là. Et ma réponse à l'époque déjà, donc j'avais 20 ans, tu vois, et je dis toujours un peu pareil, bah, ma passion c'est les gens. Ah, C'est ce que je dis, j'adore. mais c'est vrai, voilà. Ta passion, c'est les gens. Trop bien. Quand on te demande ce que tu fais dans la vie, tu réponds quoi aujourd'hui? Je galère bien parce que je fais plein de choses, donc je galère bien à répondre à cette question. Aujourd'hui, en fait, moi, ça fait 10 ans que je suis indépendant, puisqu'en fait, j'ai changé de vie quelques mois avant la naissance de mes enfants. J'étais d'abord cadre sup dans un grand cabinet d'avocats d'affaires. Et effectivement, j'ai décidé avant leur naissance de changer de vie parce que je voulais avoir plus de temps, parce que je travaillais beaucoup, et puis plus de sens dans ce que je faisais. Donc, ça fait 10 ans, mais en 10 ans, c'est un long chemin, on le sait. Et donc, quand on est comme ça, une aventure entrepreneuriale, ça bouge. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'ai la plus grosse partie de mon activité qui tourne autour de l'égalité et plus spécifiquement de quatre piliers: la paternité, la parentalité en entreprise, l'équilibre de vie, l'égalité entre les femmes et les hommes et la santé mentale et notamment la santé mentale des hommes, qui est un vrai sujet tabou. Et donc, j'aborde ces sujets en tant que conférencier. Donc, j'anime beaucoup de conférences en entreprise et en organisation, mais principalement en entreprise. Je suis animateur d'ateliers, de formations, de la fresque de l'équité. Donc, ça, c'est une première partie de mon activité. Je suis aussi intervenant en école supérieure, où j'anime notamment des différents séminaires. Et j'ai gardé une petite activité de consultant en communication et en management de stratégie. Yes, trop bien. Et quand tu interviens, cette petite question qui me vient du coup en t'écoutant, quand tu interviens en école, tu interviens sur ces sujets-là ou c'est plus des sujets côté consultant, management ou c'est le genre Ouais, de alors c'est un sujet? peu tout. J'interviens à Un la peu fois tout. sur des sujets effectivement d'égalité, de QVCT, qualité de vie et conditions du temps au travail, d'entrepreneuriat, de Ouais. prise de parole en public aussi. Voilà, j'anime effectivement des séminaires de concours d'éloquence, de prise de parole en public et de communication aussi, qui était Ouais, mon trop ancien bien, métier. trop intéressant parce que je me disais, tiens, en école, mais qu'est-ce que tu fais en école? Ouais. Trop Et c'est intéressant. chouette. Alors, je le fais moins parce que c'est assez chronophage, mais je l'ai fait pendant ouais, 6 ans, beaucoup, et je trouve que c'était hyper intéressant parce que, on va dire, ma démarche à la base, c'était déjà le besoin de transmission qui est hyper important pour moi, et c'était aussi de rester connecté avec leur génération. En gros, je connaissais les Hmm. petits, je connaissais des gens autour de mon âge ou plus vieux, ou un peu moins jeunes, un peu plus jeunes que moi, genre autour de 30 ans, mais j'avais plus du tout de contact avec la génération des 20 ans, et je trouvais que c'était, parce que moi j'interviens surtout sur des Master 1, Master 2, et je trouvais que ça me manquait. Ça a manqué parce que déjà, c'est les citoyens, les consommateurs, les collaborateurs d'aujourd'hui et demain. Mhm. Et donc, du coup, je voulais rester en contact avec cette génération pour continuer de sentir un peu aussi le monde, quoi. Ouais, Même si carrément, le c'est monde, avec un certain biais, parce que c'est des étudiants d'école supérieure, mais une partie du monde, on va dire. ouais, carrément. Je trouve ça hyper important ce que tu dis. Parce que des fois, on peut vite se déconnecter, tu vois, surtout dans des milieux engagés tels que les nôtres, Oui, dans nos activités, même si on est indé, ben, on appartient aussi à des collectifs, ouais, et où peut-être qu'il y a une part en nous de militantisme, et parfois, ouais, on peut se décorréler comme ça, et oui, quand il y a trop d'entre-soi, ben, soit on peut aller trop loin dans des sujets où le public n'est pas encore prêt, ou alors ben, on peut se décorréler de, tiens, mais qu'est-ce qui se passe pour eux en réalité aujourd'hui? Il peut y avoir un biais générationnel qui se met, je trouve ça hyper ouais. intéressant. Ouais.
C'est juste, et puis après, moi, c'est aussi mon besoin fondamental qui est moi, je suis quelqu'un qui m'ennuie vite, donc j'ai besoin d'avoir des activités différentes avec des gens différents, des publics différents, voilà, tu vois, par exemple, tous les ans, là, depuis 3 4 ans, je travaille avec une asso où j'accompagne pendant 3 jours. J'ai créé un séminaire qui s'appelle Se trouver soi pour trouver sa voie, donc un Ouais, truc très développement personnel. Et c'est des adultes, mais de 18 à 60 ans, dont la majorité issus de quartiers prioritaires et qui, en fait, ont un programme d'accompagnement gratuit de 6 mois d'entrepreneuriat. Et moi, je fais leur onboarding, donc les 3 premiers jours, pour créer une cohésion de groupe et une confiance et en l'autre et en soi. Et c'est des publics complètement différents. Et moi, j'ai vraiment besoin de ça, d'avoir des gens avec des histoires différentes, des vécus différents, parce que je trouve que ça me nourrit et je trouve que c'est passionnant, quoi. Bah, parce que les gens, ouais, c'est ma passion. j'adore. Voilà, la boucle est bouclée, merci. Fin du Voilà, podcast. Non, je rigole. Mais ouais, mais c'est important parce que c'est la réalité du monde aussi, donc je trouve c'est ça. hyper chouette, hyper chouette. À quel moment les sujets d'équité et ou de féminisme ont commencé à te questionner? Alors moi déjà, je suis issu d'une famille où le sujet, il n'existe pas parce que en fait, il est complètement ancré. En fait, mon grand-père, il était finalement assez féministe, je pense, puisqu'il a vraiment éduqué ma mère et ma tante, il a eu 2 filles, vraiment comme des femmes fortes, en mode: «Vous devez toujours être évidemment, voilà, vous trouvez, un mari ou une femme, bref, voilà, mais vous construisez vos vies, mais vous devez pouvoir, compter sur vous-même, vous devez réussir professionnellement, mais en tout cas, mais pas réussir dans le sens réussir, mais dans le sens d'être indépendante, Ouais, de pouvoir, voilà. Donc, ça fait vraiment partie, moi, déjà, de mon environnement de base, et donc, où ça n'a pas vraiment été des questions. Moi, effectivement, j'ai vraiment des femmes assez de force autour de moi, et voilà. Après, j'y ai été confronté finalement beaucoup plus quand j'ai été salarié pendant 13 ans dans un ouais. univers quand même assez masculin, même si un univers où il y a eu beaucoup de féminisation de la profession, mais sur les hauts postes où c'était clairement quasiment, pas uniquement, mais quasiment grosse, grosse, grosse majorité des hommes. J'ai aussi vu des femmes qui osaient beaucoup moins, et Mmh. puis j'ai entendu beaucoup de remarques assez sexistes lors de différentes réunions, et où donc là, voilà, ça commençait à me faire moins. Et puis après, il y a eu le dernier point déclencheur qui a été clairement à la naissance de mes jumeaux, puisque j'ai eu une fille et un garçon, et ça a été clairement le déclencheur de m'interroger sur alors quel père j'ai envie d'être. Ça a été la réponse du coup à ma question sur du coup ma vie professionnelle. Mais dans quel monde j'ai Mmh. envie qu'ils évoluent. Et effectivement, il y avait cette notion d'égalité, et effectivement, avec la prise de conscience de bah, le monde, il n'est pas comme ça. Et donc, qu'est-ce que je peux faire avec mes petits bras pas musclés pour essayer de contribuer à créer un monde peut-être un peu plus juste demain, quoi. Voilà. Et justement, le fait, cette particularité, tu vois, tu as dit, j'ai eu des jumeaux, mais donc c'est du coup une fille et un garçon, donc ce qui est un peu atypique, parce que souvent c'est des jumeaux garçons et ou des jumelles. Euh, Ça t'a questionné, ça, d'avoir tout d'un coup, à la fois un garçon et une fille en même temps, ou pas? C'est vraiment une question perso, là, tu n'es pas obligé d'y Non, répondre, non, pas du tout. mais c'est la Ah non, non, curiosité, je alors, me dis, est-ce que ça a c'était mon changé rêve. ta dit? Ouais, c'était ton. Bah, tu Ah m'étonnes. non, Allez, bah ouais. j'ai le choix du roi tout d'un coup, quoi. Ouais. Disney, quoi, c'est fait, quoi. Donc, non, non, Mais en termes d'éducation, ça devait être un c'était, challenge. alors oui, et ça, mais ça, tu le vois pas à la naissance, tu le vois après, que tous jumeaux qui sont, bah, en fait, ça reste 2 individus et 2 individualités complètement distincts, et ils sont effectivement extrêmement différents dans leur personnalité, et c'est hyper intéressant, mais challengeant aussi, on va pas se mentir, en termes d'éducation, parce que ce qui fonctionne pour l'un fonctionne pas forcément pour l'autre, et effectivement, d'essayer de enfin pas d'essayer, mais si d'essayer, de les éduquer avec des principes d'égalité, ben, en fait, il y a ce en quoi tu crois, et puis il y a l'environnement dans lequel ils évoluent, et donc du coup, ce qui ramène de l'extérieur. Et donc, c'est un challenge, c'est hyper intéressant. Ouais. Ouais. C'est Ça hyper fait intéressant, ouais. grandir aussi, je pense, Ah bah humainement, oui, quoi. Nos enfants nous élèvent. Ça, c'est ma croyance et ma vision de la mais oui, parentalité, tu vois. Mais clairement, moi, j'ai deux garçons avec 13 ans d'écart chez les deux, donc un tout petit de 2 ans et un de 15 ans. Et c'est quelque chose aussi, tu vois, quand ils évoluent pas ah dans bah les bien mêmes sûr. univers, clairement, quoi.
Mais je suis aidé quand même par l'univers parce que tu vois, la semaine, donc on en reparlera peut-être, mais effectivement, nous, c'est des sujets dont on parle beaucoup à la maison et donc ils sont assez avancés sur ces sujets. Mais je suis quand même bien aidé parce que, tu vois, la semaine dernière, ils ont tiré au sort des sujets pour leur exposé qu'ils doivent faire la cour au mois de juin, qui sont des exposés qu'ils doivent faire seuls. Et c'est sur des personnalités célèbres et historiques, on va dire. Et ma fille a tiré au sort Gandhi. OK, mais mon fils a tiré au sort et vraiment le hasard, Olympe de Gouges, donc quand même la figure Énorme. féministe absolue entre guillemets et j'ai trouvé ça incroyable de me dire: «Mais même quand ça vient pas de moi finalement, c'est le sort qui le L'univers détermine l'a quoi». bien fait, quoi, Ouais, c'est clair. je trouve ça très drôle, C'est trop marrant, c'est clair. c'est fou. Toi, puisque tu interviens beaucoup dans le monde du travail, qu'est-ce qu'on attend encore des hommes aujourd'hui, selon toi? Qu'est-ce que tu observes? Oh, bah, la même chose qu'il y a, je pense, il y a 5 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, j'ai envie de dire. Il y a pas grand-chose qui a bougé. 70 balais, ouais, c'est clair. Ouais, je pense qu'il y a pas grand-chose qui a bougé. C'est un système qui est très lourd et donc qui met beaucoup de temps effectivement à bouger et donc je pense que ce qu'on attend des hommes, c'est quoi? C'est toujours du surinvestissement professionnel, c'est du présentéisme, c'est une approche assez carriériste. C'est ce que j'appelle un concours de quéquette, quand même. Pardon pour la petite C'est vrai? vulgarité, mais Ah parce que je non, trouve non, que c'est non, quand tu même peux un y peu aller. ça. Et c'est toujours un culte de la performance, voire de la surperformance. Voilà, c'est un modèle managérial qui existe depuis très longtemps et qui évolue peu, Ouais. voire pas, Pourquoi mais peu, allez, on va dire pour être honnête. c'est clair. Pourquoi il évolue pas, pour toi? Ouais, ouais, il évolue quand même, mais très lentement parce que, parce qu'il y a un poids de la société qui est hyper fort. On est quand même dans une, éducation, enfin dans une société, dans une éducation très patriarcat, et l'entreprise a encore plus de mal à la société bouge, mais la société, il y a la société, puis il y a les organisations, elles font partie de la société, mais elles mettent encore plus, de temps à bouger parce qu'il y a des référentiels qui sont très ancrés, parce qu'il y a des stéréotypes qui sont très ancrés, parce qu'il y a un poids vraiment qui est très très fort. Et que pour le coup, on parlait tout à l'heure du fait que les femmes le fait que les femmes osent, mais finalement, il s'agit aussi pour les hommes d'oser, mais d'oser jouer un rôle différent. Et ça, c'est pas si facile que ça. C'est pas si évident que ça, et ils se l'autorisent trop peu, que trop peu. Ouais. Tu penses qu'il se l'autorise que trop peu de la peur du regard, du groupe, tu vois, du groupe social, de la peur du rejet, peut-être c'est un peu tout ça, ou parce qu'on leur apprend pas? C'est complètement multifactoriel. C'est effectivement, encore une fois, le poids sociétal, donc le groupe, hein, qui fait qu'il y a des codes et que, tu c'est l'exemple de voilà, mais ça se joue dès la cour de récré, quoi, où tu as pas envie de jouer au foot, mais tu es un petit garçon, mais en fait, tu vas te forcer à jouer au foot parce que c'est l'appartenance, sociétale, c'est, grégaire, quoi. Voilà, c'est un groupe, donc on doit se conforter à ce qu'attend le groupe. Et puis effectivement, il y a un sujet d'éducation. Alors, on peut imaginer que dans la nouvelle génération, ça soit différent. Et je dis Mmh. on peut, et je dirais on pourrait au conditionnel, parce que quand on voit la nouvelle génération, ceux qui ont 20 ans, et en tout cas une partie, et on voit c'est pas l'essor, l'explosion du masculinisme, on voit bien qu'effectivement, finalement, cette Mmh. génération dont on a tant parlé en disant, bon, pour eux, l'égalité, ça sera pas un sujet, on voit que si, pour certains, ça en est, ou en tout cas, ils ont une autre vision de l'égalité. Mmh. Et en fait, ce courant masculiniste, il le montre bien, ce côté très de tradition, finalement. Et en fait, moi, on est quand même dans un monde qui est hyper anxiogène aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut faire en sorte d'essayer de comprendre et de pas juger, parce que quand on juge, on stigmatise, et finalement, quand on stigmatise, on encourage les gens encore plus finalement à se conforter dans leurs excès. Donc, je pense que je suis pas sûr que ce soit la bonne approche. Ce qui est intéressant, c'est peut-être d'essayer de comprendre. Et on est dans une société qui est hyper anxiogène. Et finalement, quand on a peur, alors il y a des peurs réelles, il y a des peurs qui sont infondées, qui sont encouragées, avec des courants politiques qui soufflent sous les braises, etc. Mais en fait, quand on a peur, on fait quoi? On se replie sur soi et on se replie sur ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, c'est Mmh. quoi? C'est la tradition et c'est cette culture patriarcale qui existe depuis des siècles et des siècles. Et en fait, c'est un mécanisme assez simple, c'est juste que c'est plus facile. Ça demande un effort de changer, ça demande un effort de Complètement. comprendre qu'on peut faire différemment, ça demande un effort d'intellectualiser, puis après de se mettre en mouvement, le tout
plutôt dans la joie. Tout ça, ça demande beaucoup. Et quand on est dans un monde qui, encore une fois, qui est anxiogène et qui demande déjà beaucoup d'efforts du quotidien, demander un effort de changement, d'évolution, ça peut être pour certaines personnes compliqué. Et donc, du coup, bah, la facilité, c'est on va vers ce qu'on connaît, quoi. Ouais, et on retourne à des temps très anciens. Et Ouais, comme on disait, c'est multifactoriel et on ne peut pas ignorer la systémie dans tout ça. Et par systémie, j'entends au-delà de nos éducations, de nos familles, il y a le monde dans lequel on évolue, il y a la société dans laquelle on évolue. Et de fait, il y a la politique dans laquelle notre pays s'inscrit aussi, qui encourage ou qui désencourage bien sûr. les gens à progresser en ce sens, Ouais. clairement, quoi. Ouais. Tout à l'heure, tu disais que tu as longtemps été salarié. Du coup, ça m'amène à cette question. Quand tu étais salarié, tu t'es rendu compte, voilà, dans tes déclencheurs que, ah ouais, mais là, il y a des paroles un peu sexistes. Là, je me rends compte qu'en fait, au plus on monte dans la hiérarchie, au moins je vois de femmes, ou au moins elles osent. Mais est-ce qu'il y a une situation précise où toi, tu t'es dit, bah, en fait, là, je prends la pleine mesure que ce que vivent les femmes, c'est ultra violent par rapport à mon expérience de mec dans une situation de travail. Alors, je pense je pense qu'il faut faire attention parce que déjà, je suis pas une femme. Et donc, du coup, je Ouais. pense que je pourrais jamais comprendre pleinement ce que vit ou ce que ressent une femme. Donc, je pense qu'il faut déjà avoir une distance par rapport à ça. On peut essayer effectivement d'appréhender, d'observer, mais dans sa chair, on peut pas. Voilà, et jamais je le comprendrai, mais parce que jamais je sentirai des regards déplacés sur moi, parce que jamais, ou des regards en plus, parce que jamais on me sifflera dans la rue, parce que jamais j'aurai pas accès à quelque chose parce que je suis un homme, mais parce que jamais aussi je pourrais donner la vie, mais parce que jamais j'aurai mes règles, parce que jamais j'aurai la ménopause. Bref, la liste est longue qui fait que on peut pas, je pense, vraiment pleinement comprendre, et que même en étant un homme allié du féminisme, je pense qu'il faut rester humble par rapport à ça. Voilà, donc je pense qu'on peut observer, mais comprendre pleinement, j'en suis pas si sûr que ça. Ce que j'observe, moi, c'est qu'effectivement, je vois des femmes qui doutent beaucoup plus que des hommes, y compris ma fille, par exemple. Et effectivement, on le disait, des jumeaux, ils ont le même âge, mais des personnalités différentes. Et effectivement, voilà, il y a plus de doutes, il y a moins d'audace, pour reprendre un terme que l'on connaît bien, l'audace. Euh, euh, je parlais des regards tout à l'heure, je l'observe. J'observe entre mon cowork et le tram que je prends pour rentrer chez moi. Il y a une espèce de grande rue avec beaucoup de passages. Et j'observe, je vois les groupes de mecs quand il y a une fille qui avance, et je vois ce qu'ils se disent entre eux parce que je marche derrière eux, puis je vois ce qu'ils se disent quand ils la croisent, et puis je vois ce qu'ils disent quand après elle soit dépassée. Mm. Donc voilà, et alors moi je suis quelqu'un qui a énormément d'empathie, donc voilà, je me mets à sa place et je me dis waouh, waouh, c'est dur. Je vois des étudiants, j'entends plutôt des étudiantes dans mes étudiantes qui me racontent qu'elles ne sortent plus le soir. Voilà, t'as 20 ans, 22 ans, 25 ans, c'est pas le moment où tu t'amuses, c'est le moment. Voilà, il y a pas la responsabilité justement d'enfant, voilà, c'est léger, tu t'amuses. Et en fait, moi, ça me terrorise de me dire, elles n'osent pas sortir, elles restent enfermées chez elles parce elles ont peur de se faire agresser, elles ont peur, ce qu'elles expliquent, de se faire filmer quand elles sont en boîte Mm. ou dans un bar, et qu'elles font un peu les faux folles, mais parce que bah, heureusement tu sors, tu fais les foufous, et que du coup, bah, elles veulent pas, et donc elles se mettent des mains sur le visage pour se cacher, enfin des trucs un peu barges. Euh, Ouais, qu'on n'a pas vécu voilà, nous dans notre génération, quoi. Clairement mais pas, quoi. tellement pas, quoi. Bah, bien Mm. sûr. Je vois des femmes qui sont cadres sup, et effectivement qui me parlent de leur charge mentale, qui explosent. Des femmes moi j'ai plusieurs mamans solo autour de moi, et pour moi c'est les héroïnes du quotidien. Je les trouve absolument incroyables, et encore plus quand parfois elles sont indépendantes en plus. Donc là c'est voilà, double peine, double charge. Euh, je vois plus de femmes qui doutent, je le disais. J'ai fait un TEDx il y a 4 ans, maintenant peut-être 5 ans déjà, sur la paternité, et on a une journée de répétition. Et en fait, dans cette journée de répétition, on était 12 speakers, et je vois sur les 12, il y a que 2 femmes. Du coup, moi j'attends la pause, et à la pause, je vais voir l'équipe d'organisation avec qui j'entendais très bien. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Vous savez dans quelle époque on est? Je fais un petit sketch, quoi. Et ils me disent, mais Pascal, on a eu 100 au total, on va t'expliquer, on a eu au total 100 dossiers
100 dossiers, donc soit des gens qu'on allait chercher, soit des gens qui nous ont contactés. Sur les 100 dossiers, on a reçu 4 femmes. 4. Waouh. Voilà. Et donc, ils ont fait le choix, en plus, l'équipe était majoritairement féminine, d'appliquer un quota, et donc, du coup, d'en prendre 50% sur les 4 dossiers. Mais voilà. Et donc, ça, et quand, voilà, le principe des TEDx, voilà, conférence un peu inspirante, tu parles d'un truc de ta vie, puis après, tu tires le fil pour en tirer une espèce de leçon. Euh, Évidemment que les femmes, elles en ont plein. Évidemment que les femmes, elles ont plein de choses incroyables à raconter. Pour autant, effectivement, bah, elles se disent non, je n'y vais pas, je ne monte pas sur scène. Voilà, Mm. il y a des cadres où on leur laisse pas la place, c'est certain, mais il y a aussi des cadres où en fait c'est elles qui n'osent pas prendre la place. Donc, je sais pas si je peux les comprendre, les femmes. En tout cas, ce que j'observe effectivement, et pas juste tout simplement. Ouais. Tu crois qu'est-ce qui amène ça selon toi? Tu vois, sans qu'on parte dans des réflexions. C'est facile à dire quand ça fait 10 ans que tu es là-dedans, on est forcément influencé Ouais. par nos lectures et tout ça, mais qu'est-ce qui favorise cela selon toi? Qu'est-ce que les hommes pourraient faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que les hommes pourraient faire? Est-ce que c'est qu'une histoire Alors, de société? Est-ce que c'est qu'une histoire d'oser? Je fais exprès de simplifier parce que je sais ouais, bien que la question est ouais, plus ouais. délicate que ça, hein. Bien sûr. Non, non. D'ailleurs, quand on parle de oser, moi j'ai un vrai sujet avec ça. Moi aussi. J'ai beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal avec ce truc qui est devenu très marketing. Je trouve, à mon sens, hein, ça n'engage que moi, hein, où on dit aux femmes oser, oser, oser. Bah, je trouve qu'en fait, c'est encore une fois, c'est une injonction. C'est encore une fois leur faire porter la responsabilité sur les épaules. C'est une bonne façon de les faire s'épuiser. Et puis, en fait, les femmes, ok, elles osent, elles osent, elles osent. Mais si en face, les choses, elles ne bougent pas et qu'elles se confrontent toujours à un mur, ben, en fait, elles vont juste s'épuiser. On en reparle dans 5 ans, dans 10 ans, ben, on aura fait 30 ans, on aura fait 30 ans de marche en arrière parce que les femmes vont dire non, non, je me suis épuisé pendant 10 piges à oser. Donc là, maintenant, non, non, j'arrête. Donc, euh, donc, moi, je contente ce truc-là toujours en me disant oui, les femmes doivent oser, c'est vrai. Mais les hommes doivent oser. Les hommes doivent oser laisser leur place au boulot et les hommes doivent oser prendre la place à la maison. Voilà. Trop Et donc, bien. en fait, c'est pas tout de dire voilà, aux femmes d'oser, c'est encore une fois, c'est chacun. Moi, je crois beaucoup à la notion de co-responsabilité. Donc, il y a la notion de la société, effectivement, mais il y a la notion de chaque femme et de chaque homme. Et donc, j'en viens à ta question de ce que les hommes, effectivement, peuvent faire. Ils peuvent faire plein de choses. Ils peuvent faire plein de choses. Ils peuvent déjà comprendre le sujet, encore une fois, on n'est pas des femmes, mais essayer de comprendre ce qui se joue, comprendre ce qu'elles vivent. Encore une fois, c'est 50% de la population, hein, voilà, 50-50, hein. Donc, c'est un peu intéressant quand même de comprendre comment fonctionne l'autre moitié de la population, je trouve, quand même, juste déjà en termes d'intérêt. Alors moi, je suis pas très à l'aise avec l'idée de déconstruction. C'est pas Mm. un mot que j'aime trop. À la limite, je préférais parler de reconstruction, si on doit garder la syntaxe. Plutôt on se déconstruit pas, c'est pas vrai, on est ce qu'on est avec notre poids, avec notre éducation, avec l'éducation de la société, avec l'éducation de nos parents, avec le, le- l'environnement dans lequel on évolue, professionnel, mais même lié à l'école et tout ça. Par contre, tout ça, c'est pas des fatalités. Donc en fait, on peut se reconstruire différemment et faire bouger un peu les choses et comprendre que en fait, femmes comme hommes, mais on est blindé de stéréotypes et qu'il s'agit de les voir pour les comprendre et pour peut-être parfois s'en défaire. On est blindé. En fait, je crois que le vrai sujet, c'est un sujet de liberté. C'est de Mm. quoi j'ai envie vraiment d'être. Et tu vois, le TEDx que j'ai fait, c'était sur la paternité et il s'appelait Oser être le papa que vous rêvez vraiment d'être pour être libre. Et en fait, je crois que c'est vraiment ça le sujet. Alors, je parle avec mon prisme à moi, parce que moi, la liberté, c'est vraiment ma valeur première, mais euh, 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 tu vois, moi, je dis toujours, en fait, le sujet, c'est pas qu'une femme, elle doit forcément être une girl boss, dans ce qui a été aussi beaucoup un truc très marketing. Bah non, si elle en a pas envie, elle en a pas envie. Le vrai sujet, c'est qu'elle doit avoir la liberté d'être hyper engagée dans sa carrière si elle en a envie, mais d'être aussi hyper engagée dans sa vie familiale si elle en a envie. Mais c'est la même chose pour les hommes. Un homme, Mm. aujourd'hui, il est surinvesti dans la vie professionnelle, mais il doit se dire qu'il doit avoir la liberté de faire ses vrais choix. Et c'est quoi son vrai choix? Si ça se trouve, il a envie d'être un papa hyper engagé. Si ça se trouve, il n'a pas envie d'être surinvesti professionnellement parlant. Et, et, tu vois, quand je parle de paternité, c'est ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas un modèle de papa, il y a ni papa, Mm. il n'existe pas de papa modèle ni de modèle de papa. Et c'est que c'est à chacun de créer son propre référentiel. Et l'époque, oui, elle est pas simple, mais en même temps, on est dans une époque où tout bouge. Et je trouve que la richesse de cette époque, c'est que justement,
on peut se réinventer, se reconstruire en fonction de ses vraies aspirations. Et voilà, donc je pense que les hommes, ils doivent oser faire cet examen de conscience, mais pas pour se culpabiliser, pas pour s'auto-flageller. Moi, ça sert pas à grand-chose, mais plus avoir un examen de conscience pour dire, OK, qui je suis, qui j'ai envie d'être. Il y a une différence, il y a une dichotomie. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux ajuster pour faire différemment? Et là, effectivement, on va parler de stéréotypes, on va parler de croyances, on va parler aussi de santé mentale, hein, clairement, santé mentale des hommes, gros sujet, énorme tabou. Moi, je partage toujours un chiffre quand je parle de sujet parce que je le trouve très fort, c'est 70% des suicides en France sont des hommes, mais 70% de la patientèle des psys sont des femmes. Et donc, ça dit quoi? Ça dit que la souffrance mentale, évidemment, n'est pas genrée. Par contre, sa reconnaissance et son désir d'accompagnement le sont particulièrement. Et Ouais. qu'effectivement, un homme éduqué à base de c'est fort, un homme de ça pleure pas, un homme ça gère ses émotions, bah juste non, c'est pas ça la vraie vie, parce qu'une émotion, c'est un messager qui nous dit des choses sur nos besoins, satisfaits ou insatisfaits. Et ça, c'est juste un truc d'humain, c'est pas un truc de femme ou c'est pas un truc d'homme, c'est juste un truc d'humain. Et donc les hommes, ils ont besoin de se connecter à leurs émotions, besoin de prendre soin de leur santé mentale pour eux, mais évidemment du coup pour leur environnement. Je pense qu'on a besoin de rôle modèle masculin, d'hommes modernes, qu'on a assez peu. On a besoin aussi d'hommes déconstruits ou reconstruits, je ne sais pas, dans la pop culture. Voilà, moi je rêve qu'on ait des films, des séries avec des hommes qui soient pas des caricatures, des politiques aussi, hein, qui soient pas dans ces caricatures-là. Voilà. Je pourrais continuer encore et encore, mais j'ai déjà donné quelques pistes. Ouais, ce qui rejoignait ma question, mais comme ça, si tu veux en donner encore, euh, selon toi, pourquoi ils résistent autant? Tu viens de donner une énorme partie de la réponse. Déjà, Ouais, t'as fait une réponse, un deux en un, mais qu'est-ce qui les empêche vraiment de faire ça? Parce qu'en vrai, personne ne les empêche d'aller prendre un rendez-vous chez le psy. Ils sont même pas obligés de le dire qu'ils y vont, tu vois. Qu'est-ce c'est qui une vraie les empêche? bah, c'est Les une hommes vraie que toi, construction. Ouais, c'est une Ouais, vraie bah, construction sociale, en fait. ouais, c'est construction sociétale. Et du coup, le groupe, tu vois, il y a peu de temps, je parlais avec un mec de voilà, la petite quarantaine voilà, qui se posait plein de questions. En plus, parcours avec sa compagne difficile pour avoir un enfant, donc et qui le faisait beaucoup. Hmm. Et du coup, il se faisait accompagner par un psy parce que vraiment, ça allait pas bien. Et il me disait que ça avait été, qu'il avait été très malmené par tout son entourage à partir du moment où il a dit. On s'est Ok. vraiment foutu de lui parce qu'il allait voir un psy. Ouais, bah, c'est un truc de meuf, quoi. Voilà. Horrible. Hmm. Mais c'est une réalité, c'est une vraie réalité. Et donc, du coup, autocensure, et donc, du coup, bah, j'y vais pas. Lui, il a fait la démarche d'y aller. Mais voilà. Un autre gars, je pense à quelqu'un qui, du coup, avec sa femme, ils ont deux enfants en bas âge. Et il m'expliquait il trouvait ça insupportable que sa femme prenne la pilule avec les risques que ça avait. Et que la charge contraceptive repose sur les épaules de sa femme. Et donc, du coup, il avait décidé de faire une vasectomie. J'ai dit, putain, hyper intéressant, tout ça. Il a 35 ans. Hyper intéressant, trop cool. Voilà. Il t'en a parlé autour de toi. Et il me dit, ouais, j'en ai parlé dans ma bande de potes. Et il y a eu vraiment les deux réactions. Il y a les réactions de, waouh, t'as le courage de faire, ça m'inspire, je vais me poser des questions. Et, et, et l'extrême inverse de, putain, mec, qu'est-ce que tu fais? Tu auras plus tu te coupes ta paire de couilles, quoi. C'est ouf qu'ils pensent ça. Et, C'est un et truc de et de façon dingue. extrêmement violente. Et en fait, lui, voilà, il était convaincu de son choix et par amour pour sa femme. Donc voilà, c'était pour ça. Donc ça l'a pas remis en question. Mais il me dit, ça m'a déstabilisé. Et j'ai dit, de quoi tu aurais besoin pour que ça soit plus un sujet? Tu vois, ça m'intéressait de savoir. Et il me dit, mais en fait, j'aimerais qu'on en parle plus. Parce que si on en parlait plus dans la société, que si on normalisait la vasectomie comme on a normalisé la pilule, qui est pas normale en soi, mais on l'a Non. normalisé depuis 50 ans. Bah, si on normalisait qu'il y avait une autre solution qui était la vasectomie, bah, en fait, il n'y aurait plus ça. Donc, je pense qu'effectivement, on est encore une fois dans une société où les codes, ils sont hyper ancrés. Ils sont très, très ancrés, mais très fortement, et qu'il s'agit justement de les réinventer, de les refaire bouger euh, pour que, pour que ça inspire, pour que ça autorise. C'est pas inspirer, c'est pour que ça autorise. Quand je parle d'autoriser, tu vois, j'avais interviewé il y a quelques années, Pierre, je peux en parler librement parce que il en a parlé et je l'avais interviewé et ça avait été partagé. Pierre-Édouard Battard, qui était le PDG du Crédit Mutuel à l'époque.
Et en fait, il avait pris un congé paternité de 4 mois. Et en fait, son histoire, elle est géniale. En fait, il veut un enfant. Son épouse a une grosse carrière, gros poste chez EDF. Et elle lui dit, t'es gentil, je sais très bien comment ça va se passer. C'est moi qui vais en bâtir, tout ça. Non, non, non. Et puis, voilà, négociation dans le couple. Et puis, ils arrivent à un deal où il dit, si, non, je prendrai mon congé paternité. Et donc, il a pris 4 mois de congé pat, hein, donc au-delà du légal. Et il s'était engagé, tout PDG qu'il était, à 2 jours par semaine à quitter le taf à 16h30 pour aller récupérer leur fille à la crèche. OK? Il me raconte tout ça, il communique pas mal dessus, donc ça c'est assez cool. Et ce qui m'intéressait, c'était je m'interrogeais sur ça va être quoi les effets. Et donc 1 an après, je le rappelle pour lui dire, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé au sein de ton environnement professionnel? Parce que parler de son cas, ok, c'est cool, mais concrètement. Et il dit, ça a tout changé. Ça a tout changé, c'est-à-dire qu'il y avait 100% de prise de congé paternité chez ses collaborateurs masculins, et il y en avait plein qui se permettaient de partir à 16h30 alors qu'avant, pour aller récupérer leurs enfants ou en sortie scolaire, leurs enfants qu'ils n'osaient pas. Et donc, je pense qu'en fait, c'est ça aussi. C'est qu'on a Mais bien sûr. besoin de créer des nouveaux narratifs, des nouvelles histoires qui disent c'est possible, c'est cool, ça donne envie, go, on y va tous ensemble, quoi. Mais carrément, mais t'imagines pour ces salariés, en fait, l'impact que ça a, parce que la fonction, en plus, déjà, même si ça avait été un homme classique, juste salarié, ça aurait eu un impact, mais là, l'impact, il est encore plus puissant parce que le mec est PDG, en fait. Et C'est si on se ça, dit, ben, si à ce niveau-là de responsabilité, je peux c'est ça. m'autoriser, je peux avoir la liberté de choisir, mais alors forcément que toutes les parties prenantes en dessous de lui, niveau organigramme, et 100%, c'est énorme. Il n'y a jamais 100% de prise de congé C'est fou, quoi. paternité, même dans les Ouais, bien sûr. meilleures boîtes. En fait, c'est Ouais, bien hyper sûr. rare qu'on le sait, toi et moi, sur les chiffres. C'est Ouais, bien hyper sûr. rare. Ou alors avec des trucs alambiqués de, en fait, tu as droit à un mois, mais tu vas prendre 15 jours par-ci, Ouais, 15 jours par-là, ou une semaine, quoi. Des trucs, c'est what the fuck. T'es pas dans ouais, paternité, là, c'est pas des vacances, mon gars, tu vois. Mais j'ai tellement entendu de trucs, moi, ouais, bien sûr. pas dans les Ouais, milieux bien où sûr. j'étais avant. Ouais, hyper inspirant. Hyper inspirant. Mais c'est vrai qu'on manque cruellement à la fois pour les femmes, de rôle modèles qui puissent surinvestir dans des sphères politiques, économiques, de business, Hmm. vraiment qui investissent dans la société, à qui on laisse vraiment les mains aux commandes, et à l'inverse, une prise de rôle modèle dans, c'est ce que tu disais tout à l'heure, très joliment en Ouais, fait, mais laissons la place aux, viens, on inverse un peu la tendance en fait, laissons la oui. place aux femmes qui ont envie d'investir la sphère publique et professionnelle et laissons aux hommes la sphère un peu privée aussi, parce que en vrai, nombre d'hommes qui en auraient bien envie et qui Mais il y en a plein, s'y moi j'en autorisent connais pas. Mais moi, plein. j'en ai plein autour de moi, quoi. Mais Mais en fait, oui, ils mais oui. peuvent pas. Ils Et ils peuvent pas. s'autorisent pas. Alors on pourrait dire qu'ils Ouais, manquent de courage et tout ça, tout ça. Et c'est vrai, parce qu'on dit encore une fois aux femmes d'oser, d'avoir de l'audace, mais il faut que les hommes ils aient l'audace et le courage aussi. c'est clair. Mais moi, c'est un sujet que j'aime bien voir, c'est que justement sur le sujet de l'égalité, je trouve qu'il faut faire attention. Enfin, voilà, en tout cas moi, mon parti pris, c'est surtout pas d'opposer les femmes et les hommes. Et en fait, c'est de regarder l'effet miroir qui existe en fait sur plein de sujets entre les deux. Tout à l'heure, je parlais par exemple de la santé mentale des hommes, où il y avait une invisibilisation totale. Mais en fait, l'effet miroir, c'est qu'il y a une invisibilisation de la santé physique des femmes. Mais Parce que la complètement. femme elle accouche, parce que la femme elle a ses règles qui peuvent être douloureuses, parce que la femme elle a les ménopauses, et en fait ça on l'invisibilise complètement. Quand tu sais que les labos pharmaceutiques ils consacrent 4 fois plus de budget aux troubles érectiles qui concernent 17% des 50% de la population versus la ménopause qui concerne 50%, donc enfin toutes les femmes, voilà c'est juste dingo. Donc il y a effectivement je trouve que c'est intéressant de regarder l'égalité, non pas sur le prisme du fight, mais plutôt de l'effet miroir, en disant, mais en fait, le manque d'égalité, et il impacte évidemment bien plus les femmes, sans une commune mesure, et voilà. Mais pour autant, il ne s'agit pas, je pense, de hiérarchiser, parce que je suis pas sûr que ce soit si simple que ça, mais plutôt de se dire, mais en fait, ça impacte aussi les hommes sur aussi d'autres aspects. Ah, mais complètement. Ouais, tu prêches une convaincue. Pour ça, c'est quoi concrètement un homme allié? Comment on devient un homme allié, en fait? Ouais, alors déjà, c'est un homme qui s'intéresse au sujet, encore une Mm. fois. Alors, on est en 2026, hein, c'est assez facile Par aujourd'hui quand lui-même, même. hein, on est d'accord, Pascal, Ouais, par c'est lui-même. ça, par lui-même. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a plein de ressources quand même. Voilà, des livres, des podcasts, voilà, il y a tellement de ressources faciles. Donc ça, c'est le premier Accessible point. et Il gratuit. s'intéresse.
Ouais, Mais c'est clair. exactement. Donc déjà de s'intéresser au sujet pour comprendre. Toi et moi, on anime notamment des fresques de l'équité. Quand il y a des hommes autour de la table, à chaque fois, ils en ressortent en disant: «Je suis venu parce que je connais un peu le sujet, que je m'y intéresse. Non, mais là, je me suis pris la claque de l'année, quoi. C'est bien C'est loin clair. de ce que j'imaginais». Donc voilà, s'intéresser au sujet, parce que pour agir, il faut déjà comprendre où on en est. Être un homme allié du féminisme, c'est, un homme qui prend sa part dans sa parentalité. Tout le monde n'est pas parent et il y a aucune injonction à être parent, mais quand il y a une structure, familiale, classique hétérosexuelle femme-homme, et ben, du coup classique parce que la majoritaire, ça je voulais pas dire classique, mais la majoritaire femme-homme, et ben, voilà, être un homme allié féministe, c'est un homme qui prend sa part de responsabilité, et qui prend sa part. On fait un bébé à 2 dans la majorité des cas, ben, on l'élève à 2 et on n'est pas on l'idée, c'est de sortir le père de son rôle d'exécutant. C'est pas qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, mais c'est penser à aider. Quand on sait que 83% des rendez-vous chez Doctolib, les rendez-vous chez la pédiatre sur Doctolib sont pris par les mamans. Non, bah rendez-vous, c'est pas bien compliqué à prendre, hein. Donc voilà, prendre sa part et parfois même se battre parce que typiquement, voilà, j'ai des parents moi qui m'ont raconté que même quand à l'école ils mettent que contacter d'abord le papa, bah, ils appellent d'abord la maman et Ouais, donc, c'est c'est clair. pas lâcher aussi. Encore une fois, il y a tout un système à faire évoluer. Un homme allié du féminisme, de l'égalité, c'est un homme qui est connecté à ses émotions. On en a parlé tout à l'heure, qui n'en a pas peur, qui les C'est clair. accueille, qui les comprend. C'est c'est pas un signe de faiblesse, c'est exactement l'inverse. Encore une fois, une émotion, c'est un messager qui nous dit quelque chose sur nos besoins, satisfaits ou insatisfaits. Enfin, si on schématise un petit peu le sujet, ben c'est génial de savoir ce dont on a besoin ou ce dont on n'a pas besoin. Bah, c'est pas un truc horrible, c'est trop cool, c'est hyper évident, C'est c'est clair. hyper utile, ça fait trop du bien. C'est trop chouette déjà pour soi et puis après par ricochet pour son environnement. Et puis, donc se connecter à ses émotions et puis effectivement oser, aller demander de l'aide et se faire accompagner par un psy ou un thérapeute ou un coach, quand on en a besoin. Moi, c'est ce que je dis toujours, hein, oser demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse, c'est être hyper courageux. Il faut être hyper courageux pour dire ça va pas, j'y arrive pas tout seul, j'ai besoin de quelqu'un d'extérieur. Moi, je trouve qu'il faut être putain de courageux pour faire ça, femme comme homme. Donc voilà, et ça, je pense qu'il y a un vrai truc à lever et pour le coup, à chaque fois que moi j'ai échangé avec des hommes qui se sont pas accompagnés par des psys, ils ont clairement un rapport à l'égalité qui est complètement différent. Clairement, je dis pas que c'est la clé, mais c'est une clé fondamentale. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Un homme qui est qualifié du féminisme, c'est ou de l'égalité, c'est un homme qui ose reprendre des propos sexistes, qu'il entend, des remarques sexistes. Voilà, il y a plein d'hommes qui n'osent pas, mais parce que ils osent pas, parce que sinon, bah, c'est la honte, dans le Mmh. groupe. Encore une fois, le côté, le poids grégaire. Bah non, ce qui est la honte, c'est de pas reprendre. C'est de laisser une minorité se faire bouffer par une meute. Donc c'est justement l'inverse. La honte, elle doit encore une fois alors changer de camp. L'expression là, on la connaît, mais voilà, c'est un homme qui n'a pas peur de perdre du pouvoir ou sa place, mais au contraire qui est ok pour prendre sa juste place et qui est ok pour partager la place. Pour voilà, il y a de la place pour tout le monde et qui aussi va se dire comment je peux réimaginer ma place finalement au-delà de la place qu'on m'a donnée sociétalement depuis des siècles. Voilà ce que pourrait être un portrait robot d'un homme allié du féminisme, je trouve. Je plus sois, et je sais que que nombre de femmes, tu vois, pour en parler énormément autour de moi, surtout tout ce que tu dis est très juste, mais bon, bah, dans les sphères privées, intimes, amicales ou familiales, on parle beaucoup et effectivement la place des émotions pour les hommes et tout ça, plus que de place de pouvoir. Encore, ça dépend comment sont faites nos amitiés et nos familles, Ouais, mais nombre de femmes autour de moi qui me disent, mais en plus c'est vachement sexy en fait, un mec qui est bien capable sûr. de déjà de savoir gérer ses émotions parce qu'il sait gérer les émotions des autres aussi par ricochet, d'autant plus quand tu es parent, ça te renvoie moins cette incapacité Bien à sûr. dire de te vigier, de dire je ne comprends pas ce que mon gamin ou ma gamine veut parce qu'il y a une part émotionnelle qui est énorme chez nos enfants et des gens qui défendent d'autres personnes, comme tu dis, on est la moitié de la population et en Ouais, plus on est un peu plus nombreuses que ouais, vous en tout à réalité. fait. En réalité, il est là le truc aberrant Ouais, pour nous, les femmes, si on parle mondialement, bien mais sûr. après, toutes les structures de chaque pays ne sont pas équivalentes et équitables. Voilà, on n'est pas tous au même degré. Euh,
d'analyse politique et de démocratie surtout. Mais, et en plus de ça, voilà, vraiment, pour revenir à ça, toutes les femmes autour de moi, et je pense autour de toi, si tu poses la question, on trouve ça vachement plus agréable, plus sympathique et beaucoup plus charmant. Un homme, je sais que tu n'aimes pas le terme, mais alors reconstruit, j'ai envie de dire, un homme moderne, pour nous, c'est ça, un Ouais, homme moderne. Et c'est pas bah ouais. l'homme qui est. Alors, toi, tu as eu la chance d'avoir un grand-père assez moderne, mais peut-être que nous, on est de la même génération, on a eu des grands-pères un peu très patriarcaux, quoi. Tu vois, des grands-pères, voire Ouais, des pères, et c'est pas de ça qu'on recherche du tout. bien Donc, sûr. c'est tellement vrai ce que tu dis. J'ose Et puis, espérer que tous les hommes qui vont écouter se disent, bah, en fait, c'est pas si compliqué, quoi. Tu vois, mais non, mais moi, j'adore pleurer, quoi. C'est trop ma passion. bah ouais, Mais mais attends, mais j'adore tellement pleurer. c'est une régulation émotionnelle. Moi qui fais Mais beaucoup bien de sûr. régulation émotionnelle avec les gens, il y a 10 000 façons de faire de la régulation émotionnelle. Et la plus naturelle pour l'être humain, c'est de pleurer. De Bah oui. pleurer, de rire. C'est C'est, une des plus grandes régulations émotionnelles au monde, quoi. mais oui, puis c'est hyper libérateur, c'est libératoire, enfin, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Et puis, peut-être un homme allié du féminisme, tiens, ça m'y fait penser, c'est aussi quelqu'un qui a un peu plus d'humilité. Ah, complètement. Euh, je pense qu'il y a de ça aussi. Mais ça va avec le côté un homme c'est fort, un homme ça c'est tout. Ben, en fait, non. Nous sommes des êtres humains et par définition, nous sommes des êtres humains imparfaits. Voilà, et c'est juste normal d'être imparfait. Ça serait tellement chiant en plus si on était parfait. Mais juste, de toute façon, ce n'est pas possible. Et voilà. Tiens, je peux donner voilà, pour parler de moi, mais là, ce midi, là, j'ai contacté une hypnothérapeute, enfin une thérapeute hypnothérapeute pour mon fils, car même à 9 ans et demi, il a encore un peu de mal avec la gestion de ses émotions et la frustration, on va dire. Et donc, nous, on a fait ce qu'on a pu pour l'accompagner et on trouve qu'à 9 ans et demi, il a beaucoup évolué, mais que c'est pas encore ça. Et qu'en plus, on sent que ça gère une frustration chez lui parce qu'on sent qu'il essaye, qu'il n'y arrive pas toujours. Donc, on dit, bon, on ne sait pas l'accompagner, et bien, donc on va faire appel à quelqu'un dans ses métiers, tout va bien, tu vois. Et du coup, j'ai échangé avec elle tout à l'heure au téléphone et elle m'expliquait comment elle avait passé le premier rendez-vous, puis après le deuxième, qu'elle allait revenir vers nous parce que en fait, elle dit, en fait, il y a lui, mais il y a forcément une dynamique relationnelle qui s'est mise en place et des mécanismes et machin. Rien. Ben, en fait, juste hyper normal. Et moi, je suis hyper Ouais, oui. serein par rapport à ça. Et je suis hyper serein de me remettre en question et je suis hyper serein de me dire, bah, effectivement, peut-être qu'il y a des choses que je fais pas bien et ça fait pas de moi un mauvais homme, ça fait pas de moi un mauvais père. Bah, Pas du juste, tout. mais c'est génial, je vais apprendre. Mais c'est génial, je vais Et ça fait apprendre à de faire toi, différemment mais pour c'est diminuer. ça, un être humain parfait, comme tu as dit. Et on est des Tu parents vois? forcément imparfaits, mais complètement. Donc Complètement. voilà, je pense que accepter aussi sa part de vulnérabilité, mais là c'est pas, enfin de vulnérabilité effectivement, non, et d'humilité je parlais, mais de vulnérabilité aussi, mais c'est encore un autre sujet. Mais d'humilité, mais pareil, on est dans un monde qui valorise pas ça. Typiquement, on est aujourd'hui dans un monde, ça a un peu disparu, c'est revenu, où on valorise plutôt. Je veux pas faire de politique, mais on valorise des Trump, on valorise des Elon Musk, on valorise qui sont Mm. tout sauf l'humilité, qui Voilà. sont vraiment dans le combat de kékette, mais pardon, hein, moi j'ai quitté le collège il y a 40 ans, quoi. Donc en fait, ça m'intéresse plus de faire ça, quoi. Enfin, Ouais. voilà, tout va bien, quoi. Enfin, tout va bien, non, il y a des choses qui vont pas Non, bien, tout mais en va tout pas cas, le bien. sujet. Justement, tout va pas bien, non. Non. Mais en tout cas, le sujet n'est pas là-dessus, et donc j'ai pas, voilà. Donc ouais, l'humilité aussi, je pense que ça fait largement partie, effectivement, de ce que doit être un homme allié. Complètement. Complètement. Il y aurait tellement à dire sur ce sujet, mais on n'aurait plus le temps. Dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu aimerais justement transmettre aux garçons? Ça peut être le tien, comme tous les garçons Ouais. et les jeunes hommes qui croisent ta route, hein, professionnellement ou personnellement, et donc forcément aux hommes qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu aimerais leur Bah, dire? alors, je vais à 3 points. Je vais redire là, le premier qui me semble essentiel voilà, de se connecter à ses émotions et de prendre soin de sa santé mentale parce que je pense que Mm. ça, c'est vraiment un essentiel, un essentiel. Deuxième point, dire que le combat, parce que c'est un combat malheureusement pour l'égalité, il passe par vous, les hommes, vous, les garçons, les jeunes garçons, vous, les hommes, quel que soit l'âge, que oui, les femmes, elles ont absolument besoin, que les femmes ont les mêmes droits que les hommes, mais qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Et que du coup, nous, en tant qu'hommes, qui avons plus de droits que les femmes, on se doit d'avoir une attention particulière parce qu'on est des privilégiés et donc du coup, on se doit d'avoir cette politique c'est pas de rattrapage, mais de faire en sorte que cette vraie équité de droit, égalité de droit, et pas équité, égalité de droit existe vraiment, vraiment, vraiment. Et
Et pour conclure, ouais, j'aime bien dire ça, c'est que voilà, être un homme allié de l'égalité, c'est pas perdre du pouvoir, c'est juste l'inverse, c'est retrouver du pouvoir sur sa propre vie. Et que ça, c'est incroyable parce qu'une vie, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Donc autant faire en sorte qu'elle soit lumineuse et qu'elle soit incroyable et pour soi et pour les autres, et surtout qu'elle soit à nous. Je crois, voilà, je défends beaucoup cette idée d'être des actrices et des acteurs de nos vies. Et je pense Mmh. qu'aujourd'hui, les hommes ne sont pas pleinement des acteurs de leur vie, et donc ne croyons pas qu'être un homme, je vais la répéter parce qu'elle est importante pour moi, mais ne croyons pas qu'être un homme allié du féminisme ou de l'égalité, c'est perdre du pouvoir c'est perdre du pouvoir. Au contraire, c'est retrouver du pouvoir sur sa vie. Ah, magnifique, quelle fin Voilà. parfaite. Merci Pascal. Merci. Merci pour ton écoute. Tu sais déjà comment faire. Abonne-toi, mets 5 étoiles et partage cet épisode. C'est ça qui fait grandir le podcast. Moi, je reste là. Je continue à parler fort pour celles qui n'osent pas encore. Je te dis à très vite et d'ici là, respire et surtout secoue les règles du jeu.